Bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition d'Inside News Review, un homme sort du silence depuis une maison achetée en 1999. Cette maison se trouve aujourd'hui en territoire contrôlé par une rébellion armée. L'homme est un ancien chef d'État. La justice de son propre pays l'a condamné à mort pour sa présumée direction de cette même rébellion. Il y reçoit un journal belge avec la sérénité d'un homme chez lui. Ce 20 mars 2026, Joseph Kabila emploie un mot nouveau dans son vocabulaire public, soudanisation. Il dit que les ingrédients d'une implosion similaire à celle du Soudan sont en place en RDC. Il ne précise pas lesquels. Il ne dit pas non plus ce que le Soudan est devenu après sa partition en 2011. 2 États simultanément en guerre et millions de déplacés, un désastre humanitaire documenté par toutes les agences des Nations Unies. Ce que Kabila dit depuis Goma en 2026 prolonge, point par point, une logique que les faits permettent de reconstituer sur plusieurs années. Ce n'est pas une sortie isolée. C'est un 3e acte. Le premier a échoué, le 2e aussi. Le 3e est en cours et il porte le nom d'une tragédie africaine dont personne ici n'a demandé l'importation. Pour comprendre pourquoi ce mot surgit en mars 2026, il faut lire la séquence qui précède. L'objectif initial était clair: atteindre Kinshasa, renverser le régime, reprendre le contrôle de l'État central. L'AFC M23, avec un soutien militaire rwandais documenté par le groupe d'experts des Nations Unies, a progressé rapidement à l'est. Goma est tombé. Mais Kinshasa n'a pas cédé. La résistance des FARDC, la recomposition diplomatique autour du gouvernement et la pression internationale croissante ont bloqué cette trajectoire à mi-chemin. Face à cet échec, une rébellion a 2 options. Elle négocie depuis une position de force territoriale et obtient ce qu'elle peut. Ou elle change de paradigme et transforme le contrôle territorial acquis en argument pour une reconfiguration politique permanente de l'État. La soudanisation est la formulation publique de cette 2e option. Kabila ne l'invente pas dans l'urgence. Il la présente comme un avertissement analytique, le diagnostic d'un observateur préoccupé. Or, l'observateur préoccupé se tient dans le fief de la rébellion. Il s'exprime depuis la zone dont la séparation de facto constituerait précisément la soudanisation qu'il prétend redouter. Ce paradoxe n'est pas involontaire. Il est le cœur de la stratégie de communication. Occuper simultanément la position du pompier et celle du feu. Le Soudan s'est divisé le 9 juillet 2011, après 22 ans de guerre civile, après un accord de paix signé à Naivasha en 2005. Cette partition reposait sur 3 moteurs structurels identifiés et documentés. Un moteur ethnique et culturel séparant des populations arabophones au nord de populations africaines au sud, d'une fracture consolidée sur plusieurs générations. Un moteur religieux opposant l'islam d'État institutionnalisé à Khartoum au christianisme et aux traditions du Sud. Une fracture qui avait produit des persécutions systématiques documentées. Un moteur économique centré sur les revenus pétroliers. Le Soudan du Sud concentrait alors environ 75% des réserves de brut de l'ex-État unifié. Et le Nord contrôlait les infrastructures d'exportation. Ces 3 fractures s'entrecroisaient depuis des décennies. La communauté internationale a accompagné la partition parce qu'elle n'avait pas réussi à réconcilier ces réalités par d'autres moyens. Aucun de ces moteurs ne trouve son équivalent structurel dans la configuration congolaise actuelle. Il n'existe pas de frontières religieuses binaires consolidées entre l'Est et l'Ouest de notre pays. Il n'existe pas de fracture ethnique rigide séparant 2 blocs cohérents réclamant chacun une identité nationale distincte et historiquement constituée. Les ressources minières de l'Est, coltan, cassitérite, cobalt, or, appartiennent constitutionnellement à la nation congolaise entière. Leur concentration géographique n'a jamais produit, dans notre histoire politique propre, une revendication sécessionniste endogène portée par les populations de ces provinces elles-mêmes.
Et cela, Kabila le sait. Il a gouverné ce pays pendant 18 ans. La comparaison soudanaise est inexacte sur le plan analytique. Elle est précise sur le plan politique. Elle injecte dans le débat public l'idée qu'une division est non seulement possible, mais presque inévitable si rien ne change. Elle normalise l'envisageable. Et l'envisageable, répété assez souvent depuis de tribunes hautes, devient progressivement le probable. Ce glissement sémantique a un précédent dans notre région. En 2013, lors d'une allocution devant des dirigeants africains, l'ancien président français Nicolas Sarkozy avait formulé publiquement l'idée que la RDC était trop grande pour être gouvernée comme un État unitaire et que l'Est du pays devrait à terme être rattaché à Kigali. Cette déclaration avait suscité une protestation formelle de Kinshasa à l'époque. Elle était restée un propos isolé, sans suite diplomatique visible. Ce que Kabila construit depuis Goma en 2026, c'est, sans le citer, le programme politique de cette phrase. Il en est le porteur opérationnel. Il en fait depuis le terrain ce que Sarkozy avait formulé depuis une tribune diplomatique. La thèse que notre pays, dans sa configuration actuelle, n'est pas viable. La différence entre les deux hommes est une différence de méthode, pas d'objectif. L'usage du mot « soudanisation » n'est qu'une des faces de cette interview. L'autre face est juridique et elle est plus directement dangereuse pour nos institutions. Je cite Kabila, la Livre Belgique, 20 mars 2026. Pour en finir avec ce régime, les Congolais ont à leur disposition l'article 64 de la Constitution. L'article 64 impose à tout Congolais de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. C'est une norme de sauvegarde de l'ordre constitutionnel. Son champ d'application vise les coups de force, les prises de pouvoir non électorales, les ruptures armées de l'ordre institutionnel. Félix Tshisekedi a été proclamé président par la Cour constitutionnelle en janvier 2019, puis une seconde fois en décembre 2023. La Cour constitutionnelle est l'organe souverain en matière électorale, selon cette même Constitution. Aucun constitutionnaliste ayant autorité dans ce domaine n'a soutenu que cet article s'applique à un chef d'État validé 2 fois par la juridiction constitutionnelle compétente. Kabila le sait aussi. Le bilan documenté de Kabila face à cette même constitution qu'il qualifie aujourd'hui de sacrée est sans ambiguïté. En 2011, il modifie les règles électorales pour instituer l'élection présidentielle au tour unique, favorisant mécaniquement sa réélection face à une opposition fragmentée. En 2016, son mandat arrive à échéance. Il ne convoque pas les élections. La Cour constitutionnelle qu'il contrôlait de facto prolonge son mandat de 2 ans supplémentaires. Il quitte le pouvoir en 2019 seulement parce que la pression internationale rend le maintien insoutenable. Cet homme invoque aujourd'hui l'article 64 contre un président élu. La chronologie est têtue. L'invocation de cet article ne vise pas un tribunal, elle vise un auditoire. Elle offre une enveloppe constitutionnelle à ce qui est, sans cette enveloppe, un appel à l'insurrection armée ou au coup d'État. Cette technique est documentée dans les crises politiques africaines récentes. Au Mali en 2021, au Burkina Faso en 2022, les auteurs de coups d'État militaires ont chacun enveloppé leur prise de pouvoir dans un discours de sauvegarde constitutionnelle contre des gouvernements prétendument faillis. Le mécanisme rhétorique est identique. Seul le nom de l'article change. Ce que Kabila réclame est un changement de régime. Il lui donne le nom du droit pour que personne ne l'appelle par son nom réel. L'homme qui tient ce discours circule librement. Il maintient des avoirs documentés dans plusieurs États africains. Il se déplace dans la région sans qu'aucune mesure restrictive ne lui ait été opposée par les États signataires des accords de coopération judiciaire de la SADC. Il s'exprime dans la presse internationale depuis un territoire en guerre comme s'il était en villégiature. Cette liberté n'est pas une négligence administrative. Elle est une décision politique répétée de chaque État concerné. Chaque gouvernement qui tolère cette présence sur son sol fait le calcul que ses intérêts dans nos ressources minières sont mieux préservés dans une instabilité gérée que dans une souveraineté congolaise consolidée.
Ce calcul n'est pas irrationnel du point de vue de ceux qui le font. La Banque mondiale a estimé en 2022 que le potentiel minier de la RDC représente environ 24 000 milliards de dollars américains. Le cobalt congolais représente aujourd'hui plus de 70% des réserves mondiales identifiées, selon les données de l'US Geological Survey. Ces chiffres expliquent pourquoi certains acteurs extérieurs ont un intérêt structurel à ce que l'État congolais reste incapable de négocier souverainement les termes d'accès à son propre sol. La soudanisation, dans ce contexte, ne serait pas seulement une tragédie pour nos concitoyens. Elle serait, pour ces acteurs, une opportunité. Deux États affaiblis négocient séparément et depuis une position de faiblesse ce qu'un seul État fort aurait négocié comme une puissance. Le Soudan du Sud en a fait l'expérience dès 2012, lorsque ses revenus pétroliers ont été captés par des accords léonins conclus sous pression, à peine un an après son indépendance. Notre pays mérite que cette équation soit nommée sans détour. 4 faits résument l'état de cette situation. Kabila emploie le mot « soudanisation » depuis le territoire de la rébellion qu'il est accusé de diriger. Il brandit un précédent, la partition du Soudan, dont le résultat réel est 2 États en guerre permanente et des millions de vies brisées. Il ne mentionne pas ce résultat. Il retient l'image de la division. Il efface le bilan de la division. Ce qu'il construit en 2026 depuis Goma donne corps opérationnel à une idée formulée avant lui depuis d'autres tribunes, que notre pays serait trop grand, trop difficile à gouverner, que l'Est devrait être séparé et confié à d'autres mains. Kabila n'est pas l'auteur de cette idée. Il en est l'exécuteur de terrain, et il l'exécute après 2 tentatives préalables. L'offensive militaire vers Kinshasa, bloquée, selon une séquence qui n'est ni improvisée ni spontanée. L'article 64 qu'il brandit n'a pas de fondement constitutionnel sérieux contre un président validé 2 fois par la Cour constitutionnelle. Il a une fonction de communication, légitimer l'insurrection aux yeux d'un auditoire international peu familier du droit congolais. Son propre bilan entre 2011 et 2018 face à cette même constitution contredit point par point la posture qu'il adopte aujourd'hui. Le verdict est le suivant. Cette sortie de Goma n'est ni un avertissement désintéressé, ni une déclaration isolée. C'est le marqueur public d'un 3e acte dans un projet dont l'objectif final n'est pas la paix. Si les États qui hébergent la logistique de cette déstabilisation continuent à protéger cette liberté de manœuvre, et si la communauté internationale continue à traiter Kabila comme un interlocuteur politique plutôt que comme un acteur de déstabilisation documenté, les données disponibles suggèrent que la question ne sera plus soudanisation, oui ou non, mais à quelles conditions et au profit de qui? Nos concitoyens à l'est de ce pays méritent que cette question reçoive une réponse ferme, pas une gestion diplomatique indéfinie. 2 questions pour prolonger cette réflexion. Quel État africain aura le premier le courage de fermer sa porte à ceux qui financent la fragmentation de notre nation? Et notre classe politique, toutes tendances confondues, comprend-elle que ces divisions internes sont le carburant de ce projet? Merci de suivre Inside News Review avec cette exigence. Partagez cette analyse avec ceux qui préfèrent comprendre avant de réagir. C'était Solange. Les faits ne demandent pas la permission.